Ok, j'ai commencé l'enregistrement. Ça va devenir tout sérieux maintenant. Ok, première chose à faire, c'est aller voir ce que vous avez fait de beau. Oups. Ah, je croyais que j'avais déjà... Ah bah oui, j'ai déjà un ouvert. Ah, Nicolas, tu viens de mettre ça ce matin, hein? Non? Ok, t'en as fait une petite scène, c'est bien. Ah, ah. Ici, bien sûr, il y a un choix entre euh, la crédibilité de la scène et l'exagération de la ligne d'action. Parce que la ligne d'action, on peut aller très extrême, mais ici, pour que la scène soit crédible, il va falloir euh, être plus subtil. Mais ici, ça colle. Hein. C'est par exemple, tout ça, ça colle. Celui-là aussi, c'est le victime. C'est la personne qui est le plus triste de tous. La personne qui est un peu plus philosophique. Et celui-ci, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Hein. Il, a- il, amène les, il amène les bières. Ah, ok. Mais le personne qui manque, c'est l'agresseur ici. Hein. Ah, c'est lui qui attaque le rouge, là. Ok. Ah oui. Bah, la couleur, le sujet déjà. Mais j'aimerais bien voir un petit détail. Comment est-ce qu'il l'a tué? On rentre dans l'histoire, là, hein, mais l'histoire va se dévoiler dans les pauses et les pauses vont définir les lignes d'action. Oui. Oui, voilà. Tu lui mets, tu prends la jambe ou tu prends le bras de cette personne-là et tu lui donnes ça en main ou ou en bouche. Et, et aussi trouver quelque chose qui est un peu plus cohérent pour celui-là. Ou tu l'enlèves, hein, si tu veux. Parce que là, je parle vraiment composition, hein, mais ici, il y a une ouverture dans la scène. Là, le cercle est assez fermé. Là, c'est ouvert pour laisser nous, le spectateur, accès. Mais ici, quand on voit d'au-dessus, il y a une ouverture. Alors, il faut faire quelque chose avec lui. Voilà, je parlais juste comme scène, hein, comme exercice de mettre en pause et de lignes action, c'est bien réussi. Mais pour développer la scène, tu peux aller un peu plus loin. Euh, ça, j'aime beaucoup, hein, cette pause-là. Surtout,
c'est vraiment typique. C'est une danse espagnole, là, le tango, non? Flamenco. Ouais, j'adore les doigts vers le bas qui sont étendus comme ça. C'est très typique et les épaules un peu haussées. La seule chose qui manque un peu dans cette pose-là, elle fonctionne super bien aussi. Celle-là aussi. Celle-là, la silhouette est un peu moins belle. J'aurais dégagé peut-être un main de la silhouette pour qu'elle sorte. Parce qu'une main qui rejoint les hanches, ça marche bien. Mais pour moi, ça, c'est un petit peu trop compact. J'aurais tendance soit de la sortir de l'autre côté du corps, ou soit qu'elle est dans l'air quelque part ici. Et pour les 4 poses, c'est très important de bien gérer comment le personnage se pose par terre. Parce que nos pieds, c'est un petit peu nos racines. Et si on n'est pas bien posé, ça va être difficile de bouger aussi. Sauf si on saute ou, ou on est dans l'air. Mais l'appui du poids, ça, il faut soigner. Soit en pliant un petit peu les orteils et aussi en cherchant cette ligne accompagnante, c'est-à-dire on a la ligne d'action, mais on a aussi la ligne de gravitation ou de poids. Ici, elle m'a l'air correcte. Là, c'est plus difficile à dire. Je dirais elle a le poids entre les deux pieds. Mais je dirais quand même un peu plus vers le devant. Ça veut dire que soit elle est en complète transition, mais si c'est une version posée, je bougerai un petit peu le corps vers les orteils. Pas beaucoup, hein. Mais là, c'est très bien aussi, mais question pose de poids, il faut que tout le corps bouge un peu plus sur ce pied-là, au-dessus de ce pied-là, parce que le poids se pose surtout sur ce pied gauche. J'aime bien ce que tu as fait avec la sculpture aussi. Ça donne vraiment cette impression d'une petite figurine en porcelaine, hein. Et tu as bien observé ou tu l'as bien suggéré le fait que plus qu'il y a de tissu et plus que c'est vers le bas, plus que le mouvement va être ample. Alors ici, ça va encore longer le corps et plus qu'on va vers le dessous, plus que ça va être enlevé ou porté par l'air ou par le mouvement. J'aime bien aussi la façon dont le corps est torsionné, c'est-à-dire de face en regardant nous. Et c'est construit comme une sorte de spirale. Bon boulot, juste soigner les poids et la silhouette par-ci par-là. Rien. Jérôme. T'as donné un matériel un peu. Il y a... Oui, il y a de subsurface. Ça donne bien. Bon, j'adore l'évolution du mouvement. Ça fait fonctionner l'ensemble de la pièce et un nombre commun. Ça crée une cohérence aussi. Maintenant, c'est un peu. Bah, quoique, on peut voir que c'est une sorte d'acrobate. Bonne, bonne anatomie aussi. Parce que parfois, quand on déforme le personnage, il faut que les proportions restent cohérentes. Dans ton cas, c'est très bien. Aussi, le fait qu'il anticipe, le fait de atterrir par terre. C'est là fonctionne le mieux parce qu'il y a le plus d'asymétrie, hein.
Celui-là aussi. Bon, là, ça finit en symétrie parce que c'est le but. Par exemple, là, les gens, les bras, bon, ils sont pas tout à fait symétriques, mais tu peux, disons, bon, ce détail. Ici, on parle que des détails maintenant. Oui, le twist. C'est- Oui, oui, oui. Surtout pour quand on veut le bouger que sur un axe, ça peut devenir complexe vite, hein. C'est- Mais bon, on peut y arriver, mais avec un peu plus d'effort, quoi. C'est pas. Euh, Ah oui. Maintenant, je trouve que ça manque encore un petit peu de spécificité, dans le sens que côté travail, ligne d'action, c'est très bien fait. Euh, la composition de tous les persos ensemble, comme j'avais déjà dit, ça fonctionne très bien. Maintenant, je crois que tu peux encore être un peu plus spécifique, dans le sens que est-ce que c'est un danseur, est-ce que c'est un acrobate, est-ce que c'est un acrobate de cirque, est-ce que c'est quelqu'un qui... Pardon. Ben, c'est-à-dire apprendre un petit peu plus sur lui, qui est-ce qu'il est comme personnage. Là, pour l'activité, on sait quelle activité qu'il fait, mais imaginons, tu as un groupe d'acrobates ou de gens qui font ce genre d'activité dans une pièce. Comment est-ce qu'il est différent des autres, tu vois? Ben, ça peut être des petits accessoires, ça pourrait être un vêtement, ça pourrait être dans les gestes aussi. Euh, Par exemple, si t'as- imaginons tu mets euh, une silhouette en plus tout au début ici, où il est en train de mettre du poudre sur les mains là. Bah, tout de suite, on sait que c'est quelqu'un qui va faire un exercice de, de sol aux Jeux Olympiques, par exemple. Et on est très spécifique. Si c'est plutôt quelqu'un qui est un acrobate dans un cirque, tu peux peut-être rajouter des petits accessoires de cirque, comme un anneau ou quelque chose. Tu vois? Alors, une spécificité, ça manque un petit peu. Ça pourrait encore le rendre plus fort. Mais sinon, beau boulot, hein? Euh, Brian est là aussi, hein? Oui. Oh, ouais, ça va encore. Mais c'est vrai, ça aurait été chouette d'avoir une scène où les deux lames se rencontrent. Parce que ça me donne l'opportunité de continuer la ligne d'action jusque dans les lames, tu vois? Et ça va être cassé où les deux lames se rencontrent. Ici, tu as une belle courbe qui va jusque dans l'épée et tu aurais pu faire ça dans les deux. Ça aurait été plus fort. Un petit peu l'idée de Calvin et Hobbes, tu vois, où les deux courbes peuvent se... Pas que, bah, Calvin et Hobbes, je les vois faire un combat d'épée, hein.
Mais par exemple, si tu avais fait la même chose pour le rouge, que ça continue euh, la ligne d'action jusque dans l'épée, et peut-être une ligne d'action qui est dominante dans le sens qu'il prend le dessus dans le combat et sa courbe est au-dessus du courbe de l'orange, tu vois. Peut-être l'orange qui est un peu plus agenouillé et le rouge qui a fini par donner un coup décisif, ben, ça peut créer... les deux lignes peuvent être complémentaires, tu vois. Un qui est plus étendu et l'autre plus comprimé. Ouais, la spécificité, elle est très bonne. Ça raconte une histoire, hein. Et pas seulement un moment dans le combat, mais aussi une situation qui révèle l'état intérieur de chaque perso. Tu vois? Là, le vert, voilà, il s'est résigné. Sa geste euh, va communiquer ça. Maintenant, le fait qu'il pose le poids sur l'épée, il faudrait faire une épée un peu plus petite. Il faut respecter la dimension du sol, tu vois. Ouais, ça casse un petit peu l'illusion. Ici, celui-là, j'aime bien parce que la ligne d'action, elle continue presque. Il y a les deux lignes d'action des persos et il y a une troisième ligne d'action qui parcourt les épées. J'aime bien ça. Maintenant, le personnage central, qui est celui en turquoise, lui, sa geste, je comprends un peu moins. Peut-être parce qu'il est tout seul. Sculpture. Ouais, ok, je comprends. Mais imaginons si tu organises les persos en deux couleurs, comme ça fait deux équipes, disons bleu et rouge, ou ça peut être n'importe quelle couleur, hein. Et tu dis que il y a une couleur qui est en train de perdre ou prendre le dessous. Lui, il pourrait être le meneur de cette troupe-là qui dit aux troupes de s'en aller, par exemple, tu vois. Comme ça, tu vas ressouder toute la scène. euh, on dépasse la ligne d'action et on est presque dans la composition de scène, hein. C'est- Je peux pas m'en empêcher d'aller jusque-là. Ouais. Mhm. Ok. Ah oui, oui. D'accord. Bah, tout ça, ça fonctionne, hein, quand tu regardes l'intention que tu mets. Non, belle, l'exercice de ligne d'action est réussi et belle utilisation de cet outil-là pour communiquer l'intention de chaque personnage. Florian. Non, c'est pour l'impression globale, ça fonctionne bien. Et on est dans la danse classique. Ah oui? Bah, il manque les chaussettes là. Les, bah, les chaussettes de leggings. Comment ça s'appelle là? Moi, quand je pense à Dirty Dancing, c'est ça, hein. Non, ouais, c'est un nom spécifique peut-être.
Ok, c'est peut-être un petit peu plus tôt, un peu plus tard. Tu sais, quand tu faisais de la danse et tu as des chaussettes au-dessus des chaussettes, ils vont pas au-dessus des orteils, mais du talon jusqu'au genou. Assez épais là. Non, moi non plus. Bah, c'est mon erreur là. Je crois que c'était cette époque-là. C'est c'est Patrick Swayze alors que t'as fait. Non, 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 je taquine. Là, pour moi, c'est celle-là. Bah, c'est peut-être parce qu'ils sont à deux aussi. C'est la meilleure. La plus réussie. Hein. Là aussi, ça fonctionne. Belle silhouette là. Le, la ligne de poids. Mais ça, c'est parce que le tout est légèrement décalé. Hein. Si on regarde, si on imagine ça horizontal, à ce moment-là, la ligne est bonne. Et je crois que c'est la même chose ici. Ici, j'aurais aimé que, je dirais que le poids est quelque part sur ce pied-là, ou presque. Ça aurait été bien de voir que ici, il est en train de s'en aller oui, ça va créer un peu, encore plus d'élégance. Un petit peu comme tu as fait là. Hein. Mais s'ils sont un petit peu levés tous les deux, et là ils sont par terre tous les deux, ça serait bien de faire un, tu vois. Un où on va bien appuyer, et l'autre où tu sens que ça part du sol. Voilà, le pied, ça va encore. Pour moi, c'est bien quand vous faites des lignes d'action, bien tenir compte des angles des épaules et des hanches. Euh, Ça, c'est quelque chose que vous voyez probablement déjà en cours d'animation. Mais quand il y a une pause, les lignes de hanche, si on imagine une ligne qui rejoint les deux jambes et les deux bras, ben ces lignes-là, ils vont être complémentaires. C'est-à-dire, s'il y en a un qui bascule, l'autre va basculer dans l'autre direction. Effectivement, pour tenir l'équilibre et pour avoir cette ligne de poids qui va l'être, tu vois. Et ici, euh, les hanches, tu as gardé droit, mais par contre, la ligne des bras, elle est. Ici, j'aurais voulu sentir un contrepoids, tu vois. C'est là, marche super bien. Je serais tenté d'exagérer encore les courbes un peu plus. Mais on reconnaît bien le monde, l'univers dont les mouvements sortent, et c'est bien posé. Shannon, elle est, elle est là aussi, hein? Ouais, ok. C'est un. Ah, ok. 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 Ce que je donnerais comme indice, c'est que pour chaque pose, si elle est bien faite, on devrait pouvoir identifier où se trouve le ballon. Mais, mais, mais même sans ballon, par exemple, je vais laisser la parole un petit peu à tout le monde. Par exemple, cette pose-là, vous imaginez le ballon où? Mais Shannon ne peut pas répondre parce qu'elle sait. Hein? Ok, ok. Aussi large que possible. Bah, c'est un petit peu dommage que c'est complètement symétrique dans ce cas-là.
Mais peut-être que c'est un mouvement où les gardiens sont symétriques. Mais c'est vrai. Ben, à ce moment-là, le ballon est encore hors champ, je veux dire. Il vient juste d'être pris par l'attaqueur. Parce que on dit en gardien, s'il faut, comme gardien, si tu as un penalty, il faut choisir un angle, une direction, gauche ou droite. Ben lui, il n'a pas choisi. Hein. Alors le deuxième, le ballon, il est où? Sur la poitrine ou vers les pieds? Ici. Ok. Ouais. Mais je crois qu'elle est la meilleure réussie hein, de tous. On arrive à peu près voir où est le ballon. Moi, je dirais quelque part là. Celui-ci, oui. Je dirais qu'elle est en train de bouger sans ballon là. Mhm. Et là, l'avant-dernière. Ouais. Bah, c'est juste la côté gauche qui est en train de... Pour la côté gauche, ça fonctionne, je trouve. Bon, je cache avec la main là, mais vous ne le voyez pas. Ce côté-là, ça communique moins ça. Hein. Alors, ce que je suggère, Shannon, c'est de... T'as fait ça sur référence de photo? Ben, mhm. Ah, oui, c'est vrai, quand ils font vraiment un tir, oui, c'est vrai, le bras va monter. Mais ce que je propose, c'est mettre le ballon sur chacun et essaye de trouver une photo qui correspond à peu près et revisiter-le de cette façon-là. Mettre le ballon, trouver une référence et peaufiner les poses. Ouais? Ok. De nouveau, Florian. Euh, c'est la première version que tu mets en ligne, je ne sais plus. Oui. Non? Ah oui, ok. Bah, ici, bonne observation des tendons et les os, ou les endroits où l'os apparaît. La direction des muscles me semble correcte aussi. Ici, c'est peut-être un petit peu. Je dirais que c'est plus. C'est toujours. C'est- Ouais, j'ai toujours de la source vers le point d'attachement. Là, ça m'apparaît correct. Tout ça aussi. Là aussi. Ouais, ce n'est qu'à certains endroits. Sinon, le volume est bon aussi. La seule chose, c'est peut-être pour l'identification des sous-muscles. Là, je rentre en détail. Hein. Faut que je me dépêche, il y a pas mal de matière à couvrir. Tu vois ici, il y a comment ils sont superposés. Tu as le muscle principal qui est au-dessus, qui est le plus grand. Et après, les autres ils ont quelque part la même taille, mais parce qu'ils sont en dessous, ils ont l'air plus petits. Mais sinon, c'est. Ouais. Mais sinon, j'apprécie l'effort que tu as mis dans les deux.
Ils sont jolis, là, l'un à côté de l'autre, hein. Regarde. Bien fait. Ah ouais, ok. Non, c'est vrai, je lui ai parlé tantôt. J'ai fait le tout là alors. La caricature, c'était de la semaine dernière, je crois, hein. On va voir la date. Hmm, il y a 7 jours, ouais. Ok. Mais je vois que tout le monde est à peu près up to date avec les exercices. C'est bon. Alors, pour le coup d'aujourd'hui, euh, qui concerne la couleur, il y a d'abord une petite partie théorique. On ne peut pas faire la couleur sans un peu de théorie. J'essaye de ne pas faire ça, que ça soit ennuyant. Euh, alors, comme info, c'est un petit peu avec, comme avec le cours sur l'anatomie, où je vous ai mis une guide très visuelle comme point de référence que vous pouvez accéder quand vous voulez et quand il y en a besoin. C'est pas quelque chose qu'on lit du premier page jusqu'à la dernière page. C'est une compétence qu'on évolue au fur et à mesure des personnages qu'on fait et on va y retourner plusieurs fois. Ben, la couleur, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire difficile de donner un cours et tout est compris. Ça fonctionne pas vraiment de cette façon-là. Ce que je peux faire, c'est vous donner quelques guides simples, quelques indices, et par après, ça va être une étude euh, à plus long terme où vous allez devenir de plus en plus euh, confiant dans vos choix de couleurs. Alors, ce que je vous ai mis dans ce cas-ci, pour la couleur, c'est une guide qui a été faite par Dota. C'est un jeu de Valve et qui permet les joueurs de mettre leur propre perso ou avatar dans le jeu. Et pour faciliter, pour que ça soit cohérent avec le monde, ils ont créé une sorte de guide de suivi pour tout ce qui est choix, texture et couleur. Et non, c'est pas. Voilà. Et on va utiliser ça, ou je vais utiliser ça pour vous introduire dans la matière. Ok, vous allez aussi voir qu'il y a d'autres principes qui vont être dans le guide qu'on a déjà couvert ensemble. Par exemple, comme la silhouette. Bah, pour eux aussi, ça fait partie des compétences de base pour créer son propre personnage. Alors ici, on commence déjà à rentrer dans la couleur, c'est-à-dire on va commencer avec la valeur qui fait partie entière de la définition de couleur. C'est-à-dire si on réduit ça vraiment à la base et on va vers Photoshop. Alors si on ouvre Photoshop, il y a plusieurs moyens d'afficher l'information de couleur. Ici, j'ai choisi HSV, ce qui est Hue, Saturation et Valeur. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça B d'ailleurs dans Photoshop. Alors le Hue, ça c'est vraiment le positionnement sur la gamme de couleurs, bleu, vert, mauve jusqu'à rouge et l'inverse. Deuxième ingrédient, disons, de la couleur, c'est la saturation, c'est-à-dire la quantité de pigments ou l'intensité de la couleur. Et ça peut aller de pastel ou de carrément blanc, où il n'y a pas de pigment, plus pastel, où la présence de blanc est encore fort présent, jusqu'à 100, où on va voir l'intensité complète du pigment.
Et troisième ingrédient, et c'est lequel avec laquelle on va commencer, et on peut, quelque part, on s'imagine toujours les deux paramètres comme le hue et la saturation, comme les éléments importants de la couleur. Mais en fait, tout aussi important, si pas la plus importante, c'est la luminosité, c'est-à-dire la valeur de la lumière ou la quantité de lumière qui est impliquée dans la couleur. Et ça peut aller de noir, absence de lumière, jusqu'à intensité complète, bien sûr à la saturation choisie. Ici, on va avoir un rouge saturé à 100% et intensité de lumière à 100%. Alors, cette information pour vous communiquer l'importance de l'élément valeur dans les couleurs choisies. Alors, par exemple, ici, vous avez 4 personnages et décomposés dans leur composition de valeurs. C'est-à-dire, il y a une présence de valeurs entre blanc et noir. Et pour chaque personnage, ça va être différent. Alors, première chose qu'on voit, pour que les valeurs, c'est qu'il y a un dégradé des pieds jusqu'à la tête. Et ça, c'est pour des raisons physiques, parce que la lumière sur la planète Terre, elle est au-dessus de nos têtes dans le ciel. Ça veut dire que la plus grande partie de la journée, sauf peut-être l'aube et l'aurore, les valeurs vont être le plus claires plus qu'on monte dans le corps. Alors, les pieds vont être le plus foncé et la tête le plus clair. Et ce dégradé va donner à nos personnages une impression qu'ils sont posés, qu'ils sont enracinés par terre et qui bougent dans le même univers que nous. Alors ça va augmenter la crédibilité. Alors ça, c'est le premier ingrédient de la valeur. Deuxième ingrédient, c'est le jeu de différentes valeurs. Et c'est plutôt de dégradé, dont on parle ici, ça va plus être comme un mosaïque de différentes valeurs. Alors, deux choses à tenir compte, c'est d'un côté la gamme, c'est-à-dire où se trouve le plus clair et où se trouve le plus noir. Et deuxièmement, le contraste, c'est-à-dire comment on va les placer l'un à côté de l'autre. Et par exemple, si on regarde ici en haut à gauche, on va voir que, règle générale, tout ce qui est peau, on a choisi des valeurs plus claires, et tout ce qui est vêtements et accessoires, ce sont des valeurs plus foncées. Bien sûr, il y a des exceptions, hein, mais ça, c'est un choix principal qui a été fait. Et après, les valeurs ont été organisées pour rendre le tout lisible d'abord et visuellement intéressant, en ayant quand même un certain contraste. Et on va voir que selon les différents personnages, c'est différent. Par exemple, ici, pour le loup, disons, il y a une gamme de couleurs qui est plus vers les foncés pour communiquer plus cet aspect que c'est une créature qui vit plus près de la terre, qui est encore plus posée que nous. Et contraste limité, sauf pour la tête, là on va avoir un contraste un peu plus important. Par contre, si on regarde ici, le personnage en haut à droite, là il va y avoir un contraste un petit peu partout dans le perso qui va communiquer une certaine civilisation dans le sens que on va s'habituer, on va avoir des accessoires, on va se maquiller, se peindre, et ce contraste va être beaucoup plus riche que dans la nature, par exemple.
Alors, l'importance des valeurs, c'est que quand, un petit peu comme la silhouette, quand on a des valeurs qui sont bonnes et équilibrées, le travail de couleur va être encore plus facile que, que le contraire si on n'a pas des bonnes bases. Alors, une fois que les valeurs sont mises en place et ils fonctionnent, là, on va passer au choix de couleur. Alors, pour la couleur, le choix est illimité, c'est-à-dire quand on a accès à la palette complète, on est vite débordé en se disant où est-ce que je commence, c'est quoi le choix. Ça peut vite devenir très complexe. Et c'est une matière, on pourrait consacrer plusieurs leçons là-dessus. Alors ici, je veux juste le réduire à l'essentiel, et c'est-à-dire au début, essayez de vous limiter à un choix de couleurs de 2 ou 3 couleurs maximum. Alors c'est ce qu'ils ont fait ici. Alors par exemple, si tu regardes, chaque personnage, il a une palette de couleurs différentes et il est représenté par un cercle. Et dans le cercle, on voit pas seulement le choix des 3 couleurs, mais aussi leur importance. C'est-à-dire, il y aura une couleur dominante, une couleur secondaire et une couleur tertiaire ou une couleur, c'est ce qu'on appelle la couleur accent. Alors, couleur principale, couleur secondaire et couleur accent. Et comme le nom l'indique, couleur primaire, on va garder pour les parties homogènes, où il y a quantitativement le plus de surface à couvrir. Couleur secondaire, ça va être, par exemple ici, pour ce personnage, tout ce qui est accessoire a été fait dans ce couleur secondaire. Et les couleurs accents ont été gardées pour tous les éléments où on veut attirer l'attention. Par exemple ici, ça a été réservé à certains endroits dans la tête et quelques éléments sur l'accessoire. Alors important aussi de jeter un coup d'œil entre, par exemple, ces 2 palettes-là qui sont très proches et dont on a l'impression qu'ils habitent le même monde, c'est sûr, probablement le même tribu aussi. Et par contre, les 2 autres personnages, ils sortent d'un autre univers quelque part, ou d'un autre clan. Et ça, c'est communiqué tout de suite par le choix de palettes différents. Alors, une fois qu'on a choisi ces 3 couleurs-là, on va se dire, oui, mais bon, ça, c'est limité quand même. Parce que c'est moins limité qu'on ne croit, dans le sens que, une fois qu'on a fait ces choix-là, on peut mélanger ces couleurs et faire des blends pour une palette plus riche. Alors, choix de couleurs, même si c'est que 3 couleurs, par où commencer? Pas comme les cercles l'indiquent déjà, et les noms aussi, on va d'abord choisir la couleur dominante ou la couleur principale. Alors les choix par après, ça va se faire selon des schémas qui sont pas scientifiques mais théoriques, c'est-à-dire ça ne correspond pas à des théories prouvées, c'est plus des impressions, c'est-à-dire quelles couleurs vont bien ensemble. Ben, il y a des règles générales. Alors ici, on les a réduits à 4 principes de base ou 4 schémas. Premier schéma, c'est un schéma de complémentarité. Alors, les noms peuvent être un petit peu tricheurs, dans le sens que complémentarité, ça veut dire en fait, si on s'imagine qu'on est en couleur sur le cercle, ben c'est la couleur qui est en face de nous. Par exemple, ici, si on prend le vert, ben la couleur complémentaire, ça va être le magenta dans notre cas. Si on se trouve à l'emplacement de jaune ou yellow,
la couleur complémentaire qui est en face de nous, ça va être le bleu violet. Et ainsi de suite. Alors, deuxième règle de choix de couleur, secondaire et tertiaire, c'est la règle de dire, ça va être la face, pas seulement la couleur en face de nous, mais les deux couleurs qui sont en face de nous. Ça veut dire que ça va être un choix dédoublé. On va par exemple avoir encore le jaune, mais plutôt que le bleu, on va prendre les deux couleurs voisinantes. Alors plutôt que le bleu violet, ça va être le bleu simple et le violet simple. Et ça va créer cette... c'est un sorte de mélange entre complémentaire et analogue, dans le sens qu'on va avoir une complémentarité, mais on va avoir aussi deux couleurs voisinantes. Troisième schème, c'est couleur analogue. Alors ça va être des couleurs qui vivent dans le même cadran. Par exemple, rouge, rouge-orange et rouge-magenta. Ben, c'est trois couleurs qui sont analogues parce qu'ils habitent dans le même voisinage. Et c'est un schéma qui est utilisé beaucoup dans le design de personnages ou même n'importe quelle autre discipline artistique comme la peinture, le cinéma, tout ce qui est image, on va avoir ce schéma qui revient souvent. Alors, le quatrième schéma qui est moins courant, c'est un schéma qu'on appelle les couleurs triades. C'est une façon d'organiser les couleurs à équidistant. C'est-à-dire sur la roue de couleurs, qui est une simplification, les couleurs triades vont être représentées par les triangles. Alors ici, par exemple, il y en a deux, et ça, c'est des couleurs triades. Par exemple, dans ce cas-ci, c'est le yellow, le magenta et le cyan. C'est un petit peu les couleurs de l'impression. Et rouge, bleu et jaune, vert, c'est un triade aussi. Et ça, c'est plutôt les couleurs primaires de tout ce qui est écran, les RGB des écrans et le CMY de l'impression. Alors, on va se limiter à 3 pour la simplicité. Primaire, secondaire et tertiaire. On va faire ces choix selon la couleur principale qu'on a choisie. Et ça, c'est plutôt un choix subjectif. Mais par après, les couleurs secondaires et tertiaires vont suivre certaines règles pour que ce soit des schémas harmonieux. Alors, comme je vous disais, ça peut vous sembler contraignant, dans le sens que oui, mais c'est quand même réduit comme palette. Ben, en fait, si on regarde par exemple dans ZBrush, et ici j'ai deux couleurs assez complémentaires. Là, je suis dans le mauvais mode. Par exemple, si j'ai le mauve, l'ocre et le blanc ici, je peux pipetter avec C. Si je fais C et je voyage sur le modèle, vous allez voir la couleur qui change. Ici, sur la palette, ben, si je choisis des couleurs à côté, on peut presque arriver à des couleurs qui semblent avoir un indice de vert. Et ça, c'est juste en diminuant la saturation et en augmentant la valeur. Si on prend ici le mélange entre les deux couleurs primaires et secondaires, on va finir presque avec une sorte de rouge. Et si par après on prend le mélange entre le blanc, on va aller vers des couleurs plus chaudes.
Et on va finir avec une palette qui est beaucoup plus riche qu'on ne croit au début. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est augmenter la saturation. C'est-à-dire, on peut bouger, dans le cas de ZBrush, en horizontal. Mais tout en gardant le hue. C'est-à-dire, on ne va pas bouger la couleur dans le cercle de couleurs. On va rester dans le même hue, mais on peut bouger en luminosité ou en saturation. Là, vous pouvez voir dans le cercle, le carré en dessous. Là, je change juste la saturation et la valeur. Et là, on va rester dans ces choix subjectifs, dans le sens que est-ce que vous voulez des couleurs saturées? À ce moment-là, vous pouvez aller de plus en plus saturé. Si vous dites non, pour moi, je vais rester dans la gamme moins saturée et peut-être moins lumineux. On va rester dans cette zone-là. Alors, deux règles. On fait ces choix. On peut encore changer la saturation et la valeur. Et deuxième règle, c'est que on ne peut pas aller pipetter dans la palette. C'est-à-dire, on va essayer de mélanger que les couleurs qui sont déjà présentes sur le modèle et qu'on a mis à partir des couleurs qu'on avait choisies. Alors, par exemple, si on prend l'ocre au début et le mauve du début, on ne peut pas venir pipetter autre chose dans le hue. Comme ça, on est garanti, quand on mélange les couleurs sur le modèle, qu'on reste fidèle à ses choix de départ. Alors, plus qu'on a l'habitude de travailler la couleur, plus que ces règles vont devenir floues. Mais au début, essayez de garder cette discipline. Alors, tout ça de théorie, essayons de mettre ça en pratique. Alors, par exemple, si on jette un coup d'œil sur les différentes palettes ici, on va voir que pour les deux premiers, la palette de départ a été choisie en analogue pour ce personnage-là, analogue ici, aussi pour celui-ci, et analogue, ça veut dire, si vous vous rappelez, des couleurs voisinantes dans le même quadrant. Pour ce personnage-là, c'est complémentaire dédoublé, même chose ici, et complémentaire pour le dernier, c'est-à-dire des couleurs en face l'un de l'autre, le rouge et le vert dans ce cas-ci. Et vous allez voir aussi que la saturation du vert est plus importante que le rouge, qui est plus désaturé. Alors là, vous avez une marge aussi, ou un choix à faire. Et regardez aussi un coup d'œil sur les quantités. C'est-à-dire au début, ils suivent la règle complètement, c'est-à-dire un peu plus que 50-60% pour le rouge, 30-35 pour le mauve et peut-être 5 à 10 pour l'orange. Ben ça, ils ont en commun. Et par après, au deuxième passage, en mélangeant les couleurs, on va avoir une palette un peu plus diversifiée. Et les quantités vont bouger un petit peu aussi. Par exemple, ici, quand on regarde le résultat final, on va voir que l'artiste a désaturé son rouge. Il a mélangé les trois couleurs pour avoir la couleur sombre. Le jaune est devenu couleur accent pour mettre en valeur l'épée, surtout.
l'orange une partie de l'orange est passée vers le jaune et le mauve a été désaturé et diminué en valeur aussi. Et pour chaque personnage, on peut voir comment la palette a évolué entre le choix de couleurs et le travail des couleurs. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait le choix et on va le mettre sur le modèle et le mélanger et faire le travail de mettre en couleur, vous allez voir que votre palette va changer ou évoluer. Alors, après, c'est un principe qui n'est pas intrinsèquement lié à la couleur en soi, mais plus l'idée de détail. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme en sculpture quand on a vu les formes primaires, les formes secondaires et les formes tertiaires. Ben, c'est la même chose dans la couleur. Et, est-ce que j'avais mis ça? C'est une idée qui sort un petit peu du monde de son, mais elle est tout aussi importante pour la couleur. Voilà, par exemple, là, on a une zone de low frequency, c'est-à-dire la courbe où le son va moduler, mais à une fréquence assez basse. C'est-à-dire ça va être des formes plus longues. Mi-fréquence, la longueur des ondes va raccourcir et on va avoir plus de détails ou plus de fréquences. Haute fréquence, c'est quand on va avoir plein de détails et de modulation. Ben, c'est la même idée en couleur. Il est où mon PDF? Là. Alors l'idée c'est que, un petit peu comme le gradient de valeur qu'on a vu tantôt, le choix en général ça va être de mettre les zones de détail plus vers le dessus du personnage et plus vers les zones où on veut tirer l'attention. Alors par exemple, pour ces personnages-ci, on va voir que le détail est dans certains éléments des vêtements, dans le visage surtout, mais le bas du corps, question couleur, ça reste assez simple. C'est-à-dire ici, on a juste deux valeurs de la même couleur, le bleu foncé et le bleu un peu plus clair. Par contre, le dessus, là on va voir les autres couleurs qui vont rentrer et on va aussi avoir un motif plus détaillé, c'est-à-dire cette idée de motif, on va mettre différentes valeurs l'un à côté de l'autre, ben, elle va être plus présente dans les zones détaillées et les zones les plus hauts du corps, ou là où on veut tirer l'attention. Ça c'est moins important, c'est plus par rapport au décor. Alors on va finir avec quelques exemples pratiques. Alors je vais en faire un et je propose qu'après, il y en a deux d'entre vous qui vont faire l'analyse des couleurs, d'autres exemples. Alors l'analyse, c'est-à-dire qu'on peut regarder un personnage en couleur et en déduire, en connaissant un petit peu les règles de base, les décisions qui ont été prises pendant la mise en couleur. Alors ici, vous voyez les deux étapes de couleur dont il parle
la palette de départ et la palette finale. Ben ici, on a ça pour la couleur et aussi pour la valeur. Pour ce personnage-ci, si on regarde la palette de base, il a choisi un schéma de couleur complémentaire et le mauve en couleur primaire et l'orange et le rouge à peu près aux mêmes quantités. Alors on ne peut pas vraiment dire lequel est la couleur secondaire et tertiaire parce qu'il n'y a pas vraiment un choix qui a été fait. Côté valeur, on va voir qu'il y a une gamme assez réduite dans le sens que c'est surtout les gris clairs qui vont prendre le dessus avec un contraste mitigé, c'est-à-dire c'est un dégradé assez doux. Par contre, si on regarde la deuxième version, pour la couleur, on va voir que c'est l'orange qui a pris le dessus et qui est devenu la couleur secondaire et le rouge qui est devenu la couleur d'accent. Et la couleur d'accent, comme on avait vu tantôt, c'est surtout pour certaines zones autour du visage et quelques éléments dans les accessoires. Mais ce qui a surtout changé, c'est côté valeur, tous les gris ont foncé, c'est-à-dire la gamme a bougé vers le foncé, et le contraste a été légèrement augmenté. Et ça donne l'effet que le personnage est devenu un peu plus sombre dans tous les sens et vit un peu plus par terre, où ce comportement est aussi plus géré, plus côté animal, disons, que humain. Et côté couleur, on va voir que il y a eu un travail de motif beaucoup plus important et qui va se traduire surtout dans la peinture corporelle et dans les détails du visage. Aussi sur l'accessoire, on va voir qu'il y a plus de contraste et plus un jeu de motifs, mais ici plutôt que dans les couleurs que dans les valeurs. Ok, alors maintenant, il me faut 2 volontaires pour faire une analyse sur les persos suivantes. Quelqu'un a envie? On n'a rien à perdre, hein? On peut juste apprendre. Non? Personne? Je ne vais pas vous forcer, hein, mais je peux encore faire un. Et peut-être pour le dernier. Ah, il y avait quelqu'un? Florian? Je croyais que t'avoir entendu. Mais ok. Alors là, par exemple, si on regarde, c'est surprenant parce que il y a presque une évolution à l'envers. Si on regarde côté couleur, la palette a simplifié. C'est-à-dire, il a laissé tomber pas mal de couleurs qu'il avait choisies au départ. Il est retourné aux palettes de base de 3 couleurs. Et cette simplification, en fait, elle aide la lisibilité. Le personnage est devenu moins parsemé et plus cohérent. Les couleurs de base, par contre,
qui étaient au début, ils ont été repris, sauf peut-être le mauve qui a reshoot, qui est devenu un peu plus chaud, et la palette qui est vraiment devenue une palette analogue, c'est-à-dire trois couleurs voisines. Couleur d'accent, quand on regarde les pourcentages, euh, là il y a une erreur, je dirais. J'ai jamais fait attention, mais ça me semble pas que le rouge est couleur principale au prime. Ben oui, c'est entre le. Et s'il y a une différence, elle est minime. Hein. Hmm, ça bug, on va dire. Et c'est vraiment devenu l'orange qui est la couleur d'accent maintenant. Regardez pour tous les éléments chauds, c'est-à-dire l'âme et, et les ongles, c'est le côté agressif du personnage qui irrite la couleur accent. Côté valeur, il n'y a pas beaucoup de changé, sauf peut-être que le range a été élargi un petit peu, surtout vers l'éclair, et le contraste qui a augmenté un petit peu. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, peut-être plus importante, c'est que les zones claires ont été gardées pour la côté poitrine surtout et le visage. Et naturellement, notre attention va aller vers ces parties du personnage. Et quand on regarde euh, le résultat final en couleur, et on dit pourquoi est-ce qu'on regarde ces zones-là, on pourrait dire oh c'est à cause du jaune, c'est à cause des petits éléments orange. Ben, en fait c'est surtout la valeur qui influence ce regard. Et ça montre de nouveau que c'est la valeur qui met la base pour tout. Et un dernier, il y a un preneur pour ce bonhomme. Non? Ben, ben, c'est avant et après. Et des avant et après, il faut essayer de déduire les décisions qu'il a prises et pourquoi. Oui. Et là, là, tu parles surtout des valeurs, oui. Les couleurs aussi, hein. C'est un peu les deux alors. Oui, parce que de jaune et brun, c'est devenu gris. Et quand on regarde du côté valeur, qu'est-ce qui a changé pour la ceinture? Ben, c'est le contraste entre ce qui est éclairci et noir. Ben, on le voit clairement avant et après, c'est devenu moins contrasté. On le voit dans le dégradé aussi. Hein. Bon, c'est plus foncé, mais que dans la ceinture, quand on regarde plus local, le contraste a complètement disparu. Hein. Ouais, bon, ouais, c'est une bonne observation. Parfois, plus qu'on va vers le réalisme, plus qu'on est réduit dans ses choix. Et couleur accent, que, par exemple, quand il faut identifier la couleur accent à gauche, avant, c'était le jaune pour la peau et peut-être le rouge qui n'est pas présent dans la palette, mais qui devrait l'être. Et à droite, ouais, c'est très bien observé. Et maintenant, c'est
ok, une décision a été prise, c'est laquelle et pourquoi. Ici, c'est un petit peu la même chose, hein. Pourquoi il a l'air de plus d'un guerrier? Moi, je trouve que c'est surtout, quand on regarde la palette, c'est la dominante, la dominance du rouge. Tu vois là? C'est-à-dire, tout le personnage est vu en fonction presque de ce couleur-là. Et le rouge est aussi devenu la couleur d'accent. Pas seulement pour le masque, ce qu'il était déjà avant, mais il est devenu un peu plus saturé, mais aussi pour la peinture, tu vois. C'est devenu rouge et ça va communiquer ce côté guerrier. Et c'est un petit peu contradictoire parce qu'on va dire, oui, mais c'est moins riche, il y a moins de variations. Oui, mais ça communique mieux ce qu'on veut faire passer. Alors, si on veut vraiment passer ce côté guerrier, bah, c'est un bon choix. C'est de dire, ok, j'ai plus pas besoin du rouge, je veux vraiment que le rouge devienne une couleur symbolique, porteur de allez, de significance, le porteur de... C'est symbole pour quelque chose. Il y a un contenu derrière qui est important à communiquer et ça devient représentatif de cette... Pas représentatif dans le sens superficiel, mais représentatif des éléments du personnage interne. Mais il y a aussi l'aspect sang, hein, bien sûr. Et aussi la côté brillance de la peinture. Le fait que c'est du sang presque fraîche, disons. Voilà. Alors je vous invite de revisiter le document quand vous en avez besoin pour se familiariser avec ces principes-là. Maintenant, l'important, c'est qu'on va mettre ça en pratique. Et pour ça, je vais me remettre sur les éléments du cours, ou les fichiers du cours. Le son, couleur. Voilà, d'abord j'ai quelques exemples de styles différents pour vous montrer la gamme des possibilités et peut-être aussi comme petit exercice de palette. Par exemple, là, vous diriez que c'est quelle palette de 4? Est-ce que c'est complémentaire, complémentaire du doublé, analogue ou triade? Oui, analogue, tout à fait. C'est tous des couleurs, c'est presque pas des voisins, on dirait qu'il y a analogue en deux couleurs, c'est-à-dire l'orange et le rouge. Ça veut dire, pour revisiter un petit peu la matière, analogue, ça implique que c'est une palette de couleurs voisinant. Ici, le rouge et le rouge-orange. Et le deuxième principe qui est utilisé d'une façon très efficace, c'est lequel? C'est le dégradé, c'est le... Bon, bon, le deuxième principe qui est utilisé, c'est cette idée de motif là. C'est-à-dire le motif de valeur. Ben, ici, c'est très clair, hein. C'est vraiment un jeu complexe de valeurs différentes. Là, quelle palette? Analogue, je dirais. C'est bleu, mauve et cyan. Et si on regarde
Mais c'est parce qu'on a quand même une impression de chaleur qu'on dit, ah, c'est peut-être complémentaire. Et c'est vrai, le rouge, mais pour moi, c'est plus un accent couleur que... Ah oui, oui, tout à fait. Si s'il y avait du vert, ça aurait été triade. Et d'une façon presque primaire, hein, dans ce cas-là. Imaginons euh, la tête ou les cheveux auraient été en vert, là ça aurait été une palette triade. Ici, un peu plus compliqué. Moi, je dirais, on est dans le magenta et le rouge. Ça veut dire qu'on est dans le l'analogue. Par contre, ce qui crée la complexité, c'est le fait que beaucoup des couleurs ont été poussées vers le gris et d'une façon très contrastée. C'est-à-dire, on a du noir, du, du blanc et du gris, deux valeurs de gris, et un petit peu poussé vers le froid dans le sens qu'ils vont aller vers le mauve, et c'est ça qui crée cette illusion de couleur froide parce qu'on est passé vers le gris. Et ça donne l'impression que c'est une palette plus riche, mais en fait c'est une palette super simple, hein. Ici, quelle palette? Essayez de retrouver ce choix simple, c'est-à-dire s'il fallait le réduire à deux trois couleurs, choix de couleurs. Le vert et le rouge, c'est quoi? Ouais, voilà, c'est complémentaire comme palette. Après, il y a un jeu très subtil des mélanges de couleurs, hein. C'est-à-dire, sur le modèle même, les couleurs ont été très bien mélangées, surtout dans le visage, pour arriver à ce réalisme. Et le couleur accent du jaune, qui est très limité, mais juste à cause de ça, elle est très efficace. Et c'est plus compliqué, hein. Mais quand on voit une présence de couleurs qui sont un petit peu partout sur... euh, ouais, là, je dirais on est dans le triade ou même le quad, c'est-à-dire plusieurs couleurs dans la palette et à des distances à peu près égales. C'est assez rare de trouver ça dans la nature, hein. Mais par exemple, pour un personnage qui est un peu plus androïde ou mécanique, bon, peut-être pas mécanique parce qu'il faut vraiment ce mélange des deux pour avoir la palette complète. Là, la même chose, mais sauf les valeurs qui sont plus élevées et les couleurs désaturées. Là, je dirais palette analogue. Sauf ici, un exemple très clair de euh, la couleur euh, secondaire et accent. Parce que tout est rose, bah, ça veut dire que le bleu va encore sortir des yeux, par exemple, va sortir plus subtil. Là, un bon exemple, si on a fait son design et on n'a pas encore une idée claire de la couleur qu'on veut choisir, bah, une bonne façon, c'est de faire des variantes de couleurs, faire quelques jets, et après, le choix va devenir plus clair en fonction de quel sentiment ou quel personnage qu'on essaye de créer. Dans Photoshop, dans ZBrush, c'est simplement une question de créer des copies et prendre blanc. Ah, je crois que c'était blanc. On va mettre RGB à 100.
là, on peut les mettre l'un à côté de l'autre et de faire une variation de différentes couleurs dans cet esprit-là. C'est aussi... Oui? Oui, oui, tout à fait. Euh, Ici, on va passer... Là, c'est un exemple, peut devenir très complexe, hein, le travail de couleur. Mais si vous vous tenez aux règles de base, au début, ça va vous aider beaucoup. Et par après, vous allez développer votre propre sensibilité de couleur. Alors maintenant, pour passer au côté pratique, je vais vous demander un exercice où vous allez mettre en couleur des données ou des menus. Alors c'est quoi? Bah, c'est les données. Ça, c'est les données. Et ça, c'est les menus. Alors normalement, on les reçoit quand on les achète. Ils sont tout blancs. Et après, on peut les mettre en couleur soi-même. Alors, vous allez voir qu'il y a des milliers d'exemples en ligne. Je vous en ai mis quelques-uns. Euh, je mets ça à 100%. Alors, ça peut être cartoon, des couleurs simplifiées. Ici, par exemple, mélangé avec un effet plus réaliste, des taches de sang. Vous pouvez rajouter des petits accessoires si vous en avez besoin. Ça peut faire référence à d'autres personnages. Des couleurs très uniformes ici, pas dégradées du tout. Ça peut même être abstrait si vous avez envie. Mais je veux vous surtout voir vos choix de couleurs et comment ça va communiquer votre personnage. Là, par exemple, il y a un petit peu de sculpte pour les accessoires. Ça peut être un matériel aussi où vous dites, ah, je vais me baser sur le bois, le pamplemousse, un concombre, de la laine, je ne sais pas. Vous choisissez une matière et vous utilisez ça pour donner une personnalité. Ça peut utiliser aussi l'espace négatif, c'est-à-dire par manque de couleur, vous pouvez créer une illusion qu'il y a une ouverture ou qu'on peut regarder à travers ou même changer carrément la silhouette du Denis ou du Meni. Ou même juste avec la couleur créer une ouverture ou un creux. Parce que par exemple là, la forme elle est convexe, mais on a l'impression que c'est concave juste par la couleur. Ici, beaucoup plus de dégradés, une approche beaucoup plus doux, quelques détails sculptes et quelques petits accessoires si vous voulez rajouter des petites formes secondaires, vous pouvez. Mais ça reste quand même d'abord et avant tout un exercice de couleur. Voilà. Et pour le... Je vais enlever le tutoriel.
Il y a pas mal de vidéos qui montrent aussi le, euh, le fur et à mesure de la mise en couleur. Bon, là, c'est pour un vrai menu, mais la démarche, quelque part, elle est la même. Les couleurs de base, le dégradé, les pubs aussi. Alors, il y a pas mal de matériel en ligne qui peut vous donner des idées ou vous aider dans la démarche. Alors, côté pratique, ah oui, il y a aussi quelques, avant que j'oublie, il y a quelques bons exemples sur notre chaîne Sketchfab aussi. Il y a Chloé qui a fait un beau travail l'année dernière. Je peux pas voir ça. Voilà, voilà. Et là, par exemple, elle a utilisé des petits éléments de sculpte, quelques petits accessoires aussi. Alors, j'aimerais que vous en faites minimum 3, ça peut être plus. Sélectionnez vos 3 préférés et vous les mettez en ligne. Et mettez celui que votre préférence en premier, vous le mettez un petit peu en avant-plan. Ça peut même être un peu plus grand. Comme ça, je vois celui que vous trouvez le mieux réussi. Et après, votre numéro 2 et votre numéro 3. Oui, mais alors à ce moment-là, ça devient encore plus important de mettre en valeur celui que vous préférez. Ouais. Euh, et le fichier démo, vous allez voir que dans le dossier démo, vous allez trouver ah non, asset. Il y a un Denis et un menu de base. Alors pour la mise en couleur, ici on va déborder un petit peu de 5 ou 10 minutes le temps prévu. Si vous devez quitter plus tôt, bah, l'info va être dans l'enregistrement. La première chose à faire, c'est avoir assez de résolution. Et normalement, si vous allez, par exemple là, je suis à 3 millions, ça devrait suffire. Si vous avez une machine puissante, vous pouvez encore aller plus haut. Si on part du principe de base que pour une texture d'un personnage, on a à peu près une texture de 2000 sur 2000 pixels, ça veut dire qu'en tout, on a 4 millions de pixels. Ça veut dire qu'en polypaint, il faut à peu près l'équivalent en sommet. Ça veut dire que avec 4 millions, vous rapprochez d'une texture de 2000 sur 2000. Si vous voulez vraiment une texture 4K, il va falloir monter jusqu'à 16 millions. Mais déjà là, avec 3 millions, par exemple, si je prends le stroke normal, RGB, pas de sculpt, petite taille, je vais d'abord béquer le blanc comme couleur de fond, color, fill object. Et maintenant, si je change de couleur, ça reste blanc. Alors ici, c'est surtout l'intervalle du stroke qu'il faut régler. Légèrement, c'est le step qu'il faut diminuer. Et vous aurez un... C'est peut-être la tablette, hein.
normalement, ça devrait être assez ça, hein. Moi, je dirais que c'est plus dans la gestion de la pression. Bon, détail technique. Alors ça, c'est les traits. Après, vous pouvez faire les dégradés. Et ça, on peut obtenir jusqu'en changeant la méthode de dot à rectangle. Et ici, c'est assez agressif parce que je suis à 100%. Mais si je le fais plus bas, si je prends des couleurs analogues, je peux faire des dégradés super lisses. Oui, le dégradé, c'est la même chose, c'est le brush standard pour la mise, pour la mise en couleur. Le brush standard, c'est 95% des fois. Mais ce qu'on peut changer, c'est la mode ou la méthode. Oui, alors freehand, c'est main libre, comme c'est dit. Drag rectangle, c'est plus pour les dégradés, que ça fonctionne bien. Euh, les dots, ça c'est quand il va répéter un motif. Par exemple, si vous avez un alpha assez marqué. Mais ici, je dois aussi... Si vous faites dot, il faut jouer sur les steps aussi. Je vais mettre ça à 100%. Comme ça se voit mieux. Vous voyez, on peut presque voir les... Ça, c'est dot. Color spray, c'est... je vais mettre ça sur le dos, on a plus de place là. Spray, c'est comme aérographe. Et color spray, c'est la même chose, sauf que il va varier la couleur. Et ça fonctionne surtout si on prend, si on change le taux. Et par exemple, j'ai donné une mage complète pour choisir les autres couleurs. Si je réduis ça, ça va être beaucoup plus subtil. Et ça va pas être exactement la même couleur, mais à peu près. Par exemple, si vous faites une palette analogue, c'est une bonne façon de, de rester dans la même choix de couleur, mais avec une certaine variation. Et finalement, drag rectangle, c'est presque exact comme... c'est un mélange de drag et de rectangle et de dot. C'est-à-dire, on peut mettre une instance de l'alpha et après tu peux le bouger exactement où on veut. Et la taille, ça change en fonction de la taille du brush. Oui? Ah oui, oui, oui. Oui. Non, là c'est question de pipetter. Alors on avait déjà vu, si on glisse de la palette vers le modèle, on peut pipetter une couleur. Tu vois? On peut aussi faire la même chose pour le matériel. Par exemple, ici, le matériel n'était pas encore béqué. Alors, il faut que je retourne au skin shade, que je l'applique en faisant fill object. Et maintenant, si je veux par exemple peindre avec la couleur or, je change le mode, je fais le mode de base.
et l'alpha vers un alpha plus neutre. Voilà, je peux pipetter le matériel aussi. Alors, soit comme ça, soit avec un raccourci, et ça c'est le raccourci C, et ça va avoir le même effet que pour la couleur par contre. Alors, par exemple, maintenant si je veux faire un blend entre le rouge et le blanc, je peux pipetter, oups, enlever le matériel, mettre les RGB. Il y a quelque chose qui foire avec ma pression là pour l'instant. Hein. Oui, il y a la pression qui foire là. Mettre plus grand. Alors ici, je peux pipetter dans le mélange. Pipetter dans le mélange. Et là, vous pouvez peindre des dégradés aussi. Ça, c'est une méthode de faire des dégradés autre que le drag rectangle. C'est plus une dégradé fait à main. Et là, le pipetter devient très important, un peu comme dans Photoshop d'ailleurs. Alors, une autre méthode, c'est où on peut peindre avec une texture. Alors, par exemple, on va prendre les textures qui sont de base ici. Et ça peut être soit un brush texture, ça c'est une façon. Ou l'autre façon qui est peut-être plus intéressant, c'est on va prendre cette texture-là et on va la rajouter au spotlight. Alors spotlight, ça veut presque un cours en soi. Il suffit de savoir que le spotlight va permettre de placer ta texture. Alors là, je le rajoute et vous allez voir que mon personnage est devenu... Il est là encore là, mais en transparence. Et maintenant, je peux bouger, scaler, bouger la texture. Et après, avec Z, il faut que ça soit un peu plus grand. Et je fais Shift Z pour le faire disparaître. Vous voyez que je peux peindre une texture directement sur le modèle en le projetant. Alors là, c'est important de bien choisir l'angle. Faire Shift Z pour apparaître la texture. Z pour les contrôles, comment on peut le bouger. Et si on veut plus de transparence pour mieux voir le modèle, vous pouvez changer le radius. C'est difficile à voir, mais quand vous allez le faire chez toi, vous allez voir que il y a un radius qui apparaît, ce qui fait que quand on passe à la peinture, on va mieux voir son modèle. Ça veut dire qu'en peignant... Oui. Cette broche vient de cracher. Ok. Bah, on va encore continuer 5 minutes peut-être, maximum. Et tout sera dans l'enregistrement. Ouais, ok. À la semaine prochaine. Au revoir. Qu'est-ce qu'il a sauvé en sortant? Est-ce qu'il m'a sauvé quelque chose? Ça, c'est le dernier, apparemment. Bon, j'ai perdu la couleur.
Mais ça, je peux vite refaire. Attends, je bouge ZBrush vers l'écran. Je vais le mettre en solo parce que je sens quand même que ça ralentit un peu. Configuration de base. Hop. BST. Couleur. Enlever le Z. Et on va dans texture. Hop. On peut prendre... Est-ce que j'en ai de doutes? Oui. Hein. On peut prendre l'herbe peut-être. On va la rajouter au spotlight. Je change le cône. Voilà, là je vois la zone. Je le teste, Z, c'est bon. Maintenant je vais le placer. Alors à l'intérieur du cercle pour bouger les outils et à l'extérieur pour bouger la texture. On peut aussi jouer sur d'autres paramètres, par exemple la saturation. Mais parce que c'est une texture intérieure, il ne me le permet pas. Mais si vous allez amener une texture extérieure, vous allez voir que vous pouvez changer saturation, luminosité directement de cette interface-ci. Et après, pour peindre, vous faites Z. Et là, je le fais au souris, mais si je le fais à la tablette, on a une maîtrise beaucoup plus poussée. Et plus qu'on s'éloigne, plus que la texture va devenir grande. Voilà, si vous voulez faire un travail plus réaliste, ça peut être une bonne méthode de récupérer d'une photo. Mais vous pouvez aussi vous inspirer de motifs existants. Hein. Par exemple, vous faites voilà, vous trouvez un motif qui vous plaît beaucoup ou une combinaison de couleurs que vous aimez bien. Ben, ça peut être le point de départ pour trouver quelque chose de tout à fait original. Hein. Voilà, c'est vraiment une richesse. Et par exemple, comme départ de palette, ça peut être super aussi. Hein. Là, le choix est presque fait pour vous. Vous pipettez 3-4 couleurs maximum. Après, vous les mélangez et le résultat va être en fonction de votre inspiration. Ou ça peut être des artistes individuels, comme Keith Haring par exemple. Où vous pouvez faire des motifs graphiques presque. Alors là, vous êtes complètement libre. Mais il faut surtout que je vois un travail de couleur, une certaine maîtrise des outils et surtout euh, une originalité, essayer d'inventer quelque chose vraiment d'unique. Voilà, est-ce qu'il reste des questions? De toute façon, la semaine prochaine, on peut repasser là-dessus, aussi sur quelques outils supplémentaires. Mais là, je crois que vous avez les bases nécessaires pour faire une première version. Non, pas de questions? Ok. Ah oui, peut-être la dernière chose. Imaginons, je vais vite rajouter quelques éléments de pain à main. Là, il faut que j'enlève le Z. Shift Z, comme ça je sors de l'outil.
N'oubliez pas non plus que vous avez le masque pour vous aider aussi. Il faut que je sois en local pour protéger certains éléments. Là, je suis trop intense. Et après, quand j'enlève le masque, ça reste blanc. Voilà, super outil. Et dernier lieu, comme j'allais vous montrer, c'est si jamais pour exporter, ou pour une raison ou l'autre, vous voulez... là, j'ai perdu mes niveaux pour une raison ou l'autre. Probablement parce que ça a craché. Voilà, plus que vous allez descendre dans la résolution, plus que ça va devenir flou. C'est normal, hein, quelque part. Oups. Là, je suis à la limite. Alors, si vous voulez la texture en basse version, il suffit de... Je crois qu'ils ont déjà des UV. Hein. Je vais vérifier. Oui, il y a déjà des UV dessus. Alors, vous pouvez choisir une taille de texture et convertir le polypaint en texture. Et maintenant, j'ai une texture. Si vous regardez la différence entre texture et polypaint, il n'y en a presque pas, sauf peut-être le mapping. Et si vous diminuez maintenant, le polypaint est naze, mais ma texture, elle tient encore le coup. Alors, si vous avez un modèle qui dépasse des millions de polygones, pour pouvoir quand même le mettre en ligne, c'est une bonne méthode de passer. Ici, je suis à vraiment minime. Hein. C'est 12 000 polygones et toute mon information couleur, elle est là. Voilà. Dernier détail, si vous avez des problèmes d'exportation, vous pouvez le contourner de cette façon-là. Voilà, de mon côté, c'est tout. Si vous n'avez pas de questions, on se retrouve... Oui, pas de problème. Ok. Et pour les autres, ben, pour la semaine prochaine, il faut avoir complété la ligne d'action, cet exercice-là, et peut-être un premier jet d'un nid ou un menu mis en couleur. De toute façon, ça ne devrait pas prendre plus qu'une ou 2 heures, hein, comme tous les exercices. Et c'est un exercice pas très technique, ça devrait être chouette à faire. Voilà. Ben, je vais clôturer ça et je mets les vidéos en ligne pour la fin de journée. Bonne semaine